Le thème du Congresso Futuro 2022 est « Aprender a convivir », apprendre à vivre ensemble. C'est, en écho direct à cette question cruciale de notre temps, apprendre à vivre ensemble, que j'ai intitulé cette présente intervention, qui relève d'une analyse de philosophie politique contemporaine, « Briser notre isolement collectif grâce au pouvoir de l'action menée en commun ». Depuis plus de 2 ans maintenant, vous le savez bien mieux que moi, le Chili vit des moments historiques. Cette séquence débuta en octobre 2019, qui vit se former une massive mobilisation contestant l'augmentation des tarifs des trajets dans le métro de Santiago, jugée abusive et pénalisant avant tout les plus démunis. Il se manifestait là une puissante exaspération, certes à l'égard de cette décision, mais plus largement à l'égard d'un ordre politique et économique en place depuis plusieurs décennies et qu'un grand nombre ne cessait de juger inique et injuste. Alors, des foules de citoyens se sont levés afin de témoigner de leur volonté de ne plus subir passivement certaines situations abusives et de leur souhait de voir un ordre plus équitable enfin prévaloir. Cette lutte tenace conduisit au projet de la réécriture de la Constitution, suivant un procédé auquel tant de pays aspirent, mais qui, pour toutes sortes de raisons, n'arrive pas à se concrétiser. Il s'est exprimé là, en actes, l'aspiration d'un peuple à se saisir de son destin et de ne plus être l'otage de logiques qui démunissent et qui ne cessent d'entretenir les sentiments amers d'impuissance et de fatalité sans fin. Le deuxième moment de cette séquence est celui de la victoire récente d'un président délibérément ancré à gauche, Gabriel Boric, faisant de l'adoption de mesures sociales et du respect de la pluralité du pays et de la société ses priorités. Cette double conjonction, rédaction d'une nouvelle constitution et résultat de l'élection présidentielle, suscite l'espoir de voir des réformes salutaires être enfin adoptées et toutes sortes de changements vertueux se produire. En cela, le Chili représente aujourd'hui un laboratoire que le monde entier observe avec une grande attention, dans la mesure où sont et où vont être expérimentées, à l'échelle de tout un pays, des mesures visant à se détourner délibérément de l'ordre néolibéral, celui dont le pays a subi au premier chef, et depuis près d'un demi-siècle, les effets économiques, politiques, sociaux, environnementaux, si nocifs, pour chercher à instaurer un ordre plus équitable, pluriel et harmonieux, et pleinement respectueux de la biosphère. Néanmoins, ce serait une erreur coupable de s'illusionner sur le fait que ces changements seraient suffisants pour éradiquer la plupart des maux du pays et des souffrances vécues par la grande majorité et conduire à un monde plus lumineux dans lequel chacun aurait sa place. Car l'heure nous enjoint de nous montrer matures et de saisir que ce qui relève de l'action politique n'est pas que du seul ressort des institutions, mais autant de toutes les forces de la société tenues de se montrer pleinement agissantes. Cette exigence proprement morale appelle à nous interroger de nos jours sur ce que suppose la bonne expression de notre condition politique. Et à ce titre, nous rendre davantage acteurs de nos vies, après tant de décennies qui ont vu une dépossession progressive de nous-mêmes, suppose inévitablement, à mon sens, de faire valoir de notre part une double impulsion, l'une, la première, d'ordre négatif, l'autre, la seconde, pleinement positive. La première vise à s'opposer
de toutes nos forces, chose que probablement nous n'avons pas suffisamment faite au cours des précédentes décennies, sur le terrain de nos réalités quotidiennes, partout où nous évoluons, à toutes les situations iniques qui s'imposent à nous de façon unilatérale. La seconde appelle à construire sur ce même terrain de nos réalités quotidiennes des modes d'organisation et de vie en commun, répondant à nos aspirations et principes, et qui en cela sont porteurs d'espérance. Je reviendrai évidemment sur ces deux dimensions-là. Concernant la première, la dimension négative, d'opposition à des situations iniques, il convient de relever que ce qui a particulièrement caractérisé les 2 dernières décennies, vous en conviendrez aisément, mesdames et messieurs, c'est le développement ininterrompu des technologies numériques et de l'intelligence artificielle qui ont contribué, ces développements, à profondément façonner nos existences individuelles et collectives, et ce sans cesse davantage, si nous n'y prenons garde, à l'avenir. Une puissante doxa à l'œuvre n'a cessé de célébrer leurs vertus à ces technologies numériques et à ces systèmes d'intelligence artificielle, dont j'ai parlé il y a 2 ans d'une façon très critique dans le cadre du Congresso Futuro 2020. Une puissante doxa à l'œuvre n'a cessé de célébrer leurs vertus, affirmant qu'il s'agit là de technologies qui, à terme, allaient réparer tous les défauts de la société, ce dans un déni patent à l'égard des conséquences civilisationnelles induites. Je pense tout d'abord et avant tout au monde du travail, si important dans notre quotidien, si important d'un point de vue symbolique et en termes de mobilisation de nos forces jour après jour et au long de notre vie, qui a vu la dite transformation digitale des entreprises, nouveau credo inquestionnable de l'époque, qui s'est puissamment imposé, s'inscrire dans la lignée de l'histoire du management, dont les méthodes n'ont cessé de soumettre les personnes à des programmes imposés par d'autres et de voir leurs mesures de performance dorénavant précisément quantifiées en temps réel, continuellement, du fait de l'implantation de systèmes d'intelligence artificielle dévolus à cette fin. Et ces systèmes d'intelligence artificielle qui sont la résultante immédiate de la dite innovation numérique qui a été, depuis une dizaine d'années, célébrée de toutes parts. Or, le propre de ces dispositifs, c'est qu'ils ont conduit à une négation de la singularité des êtres, à répandre un sentiment d'inutilité de soi, regardez dans les services, dans les bureaux, et de ne se percevoir que comme un rouage interchangeable au sein de processus qui nous dépassent. Ces dimensions sont particulièrement à l'œuvre dans les cas, par exemple, du modèle managérial de la société Uber, appliqué aux chauffeurs. Ordre édicté de l'extérieur, quantification en temps réel, obligation de répondre à des signaux transmis par des systèmes d'intelligence artificielle. Je pense encore à un des plus grands exemples emblématiques de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du travail, comme à l'extrême avec l'utilisation, l'exploitation de systèmes d'intelligence artificielle, aux entrepôts Amazon, qui sont invisibles dans le cas de la société, qui sont comme des black box, ces conditions managériales, voyant les manufacturiers tenus de se soumettre à des systèmes, leur édictant en temps réel d'aller chercher tel ou tel article à tel endroit pour les déposer dans tel autre, suivant des cadences infernales, et il faut bien le dire, proprement inhumaines, réduisant cette catégorie de personnel à des robots de chair et de sang. Et cela, l'élection d'un président, bien qu'il soit de gauche, ou la rédaction d'une nouvelle constitution, ou des lois ad hoc, ne seront incapables de contenir la puissance et la dimension implacable de ces conditions managériales à l'œuvre. L'enjeu serait plutôt de savoir si nous voulons ou non continuer de nous inscrire dans ce modèle
du e-commerce, de la logistique intégrale qui vient du fait de la crise du Covid, et si nous voulons participer par nos actes d'achat à l'extension continuelle de cette économie de la logistique qui induit des conditions managériales qui bafouent profondément nos principes moraux qui nous fondent. En cela, il serait temps que la société se mobilise afin de contrecarrer ces pratiques qui relèvent de ce que nous pourrions appeler un esclavagisme numérique. Nous parlons de Congresso Futuro, du futur. Là, je tiens à parler de conditions présentes qui nous regardent, qui appellent notre responsabilité et qui, de surcroît, s'opèrent, je l'ai dit, de façon invisible et qui appellent des formes nouvelles d'attention de notre part. Je vais y revenir. Cet esclavagisme numérique qui bafoue la dignité et l'intégrité humaine et qui sont, mesdames et messieurs, appelés à s'intensifier du fait des nouvelles pratiques induites par la pandémie et l'extension corrélaire et continuelle du e-commerce. Donc tout appel à ce que ces logiques, à moins que nous nous mobilisions à divers niveaux, ne cessent de s'intensifier, de se consolider, de s'instituer et de faire partir de nouvelles normes de conduite adoptées par certains et dont profite une grande part de la société. Car le fait qu'il convient de pointer, le fait majeur qu'il convient de pointer, c'est que nous avons souffert d'une extrême expertisation de la société. Des experts nous enjoignant des actions à entreprendre du haut de leur savoir, et souvent un savoir hors sol, qui a vu des instances édicter au nom d'intérêts privés et d'une vision du monde uniquement fondée sur l'impératif d'optimiser tous les secteurs de la société, la façon dont nos conduites et les modes d'organisation devaient se mettre en place. Cela s'est passé, nous l'avons accepté, et ça induit son lot de conséquences, et il me semble qu'aujourd'hui, à divers niveaux de la société, nous le payons au prix fort de nous être laissés porter ou avoir été naïfs ou accepter passivement tous ces discours émanant d'experts et qui enjoignaient des actions à entreprendre au nom d'intérêts privés et d'une vision étriquée et strictement utilitariste de la vie. En cela, nous avons vécu depuis une quinzaine d'années, et comme jamais, ce que nous pourrions qualifier une gouvernementalité par le verbe, dans la mesure où une puissante novlangue a été forgée en vue d'instituer des pratiques qui ont contribué à nous déposséder de nous-mêmes. Au moment où le pays veut se saisir de son destin, où tous les peuples souhaitent se saisir davantage de leur destin, cette novlangue, cette expertisation de la société a participé d'une dépossession de nous-mêmes et de l'usage, mesdames et messieurs, de notre droit légitime à faire valoir notre assentiment dans quantité de champs de notre vie, condition cependant indissociable de toute vie véritablement démocratique. C'est pourquoi il convient d'ériger ce que j'appelle une société critique, c'est-à-dire savoir remettre en cause, sur le terrain de nos réalités quotidiennes, des vérités indûment tenues pour telles, toute cette novlangue-là, des vérités assénées, et qui bafouent, et dont la plupart, en tous les cas ce qui s'est passé ces dernières années, bafouent nos principes fondamentaux. Savoir les soumettre à la critique représente là une des dimensions, et s'organiser à cette fin, et avoir cette conscience-là, cette volonté, représente à mon sens l'une des dimensions fondamentales de la bonne expression de notre condition politique, qui ne consiste pas seulement à déposer des bulletins de vote ou à faire valoir son opinion, mais être actif, pleinement agissant à différents niveaux, à toutes les échelles de notre quotidien. Et que nous devons faire valoir, et que cette exigence-là, cette puissance critique, à mon sens, nous l'avons bien trop négligée, je l'ai dit, et à divers titres, notamment dans le management, nous payons les effets au prix fort. Et puis, il y a des moments où les choses sont trop tardives et que l'enjeu est de savoir s'interposer, s'opposer, au moment où les phénomènes se forment.
car très vite, les phénomènes se forment, s'instituent, se consolident, et des formes de grande puissance sont en marche et il est très difficile de les contenir. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la conscience en acte, sa grandeur, c'est de savoir s'exprimer, sa puissance critique au présent. Et il nous revient tout autant, dans le cas de ce que je nomme cette société critique, de faire valoir des contre-discours émanant de la réalité du terrain, à même de contredire les représentations forgées par tant d'experts, par tant d'entités privées, et de rendre la société davantage transparente à elle-même. C'est cela que j'appelle une politique du témoignage, exposant l'état du présent, des diagnostics sans phare de la réalité, à l'écart des discours inspirés par l'idéologie du futur. Cette idéologie du futur, qui n'a cessé de s'imposer au cours des années 2010, que moi-même je n'ai cessé de dénoncer livre après livre, provenant à l'origine de la Silicon Valley, pour se répandre aujourd'hui sur la Terre entière, et dont le propre, entendez bien ce que je vais dire, mesdames et messieurs, et dont le propre est qu'elle signale à l'avance des voies toutes tracées, nous privant de notre liberté en société d'envisager les choses de façon indéfiniment plurielle et ouverte. Une politique du témoignage, signalant des états du présent, étant à même de signaler un éventail d'actions à entreprendre et destinée à réparer certains maux, en engageant la responsabilité des politiques, en engageant la responsabilité de toute la société, partout où nous évoluons, et destinée à réparer certains maux, jusque-là plus ou moins masqués de la société. Or, il y a quantité de maux masqués de la société. Partout, ils se font sentir. Par exemple, dans l'hôpital public, qui a peu à peu vu des usages technocratiques déterminer son organisation générale, délaissant la priorité du soin pour adopter le credo du « lean public management », supposant d'administrer tous les secteurs de la vie, quels qu'ils soient, selon les seuls impératifs de la rationalisation et de la recherche continuelle du gain de coût, jusque dans la santé. Monde de l'hôpital, auquel depuis peu l'industrie du numérique entend vendre, et je le dis, et je l'ai écrit, et je le redis haut et fort aujourd'hui, entend vendre de très inutiles systèmes d'intelligence artificielle, de diagnostic automatisé, comme si les facultés d'expertise des médecins ne sont pas grand-chose au regard de ces technologies auxquelles on affecte une aura fort déplacée, si inappropriée, et dans le seul but de tirer de gigantesques sources de profit provenant du monde de la santé. Qui sérieusement peut accepter l'intronisation de telles pratiques? Ce alors que l'interminable crise du Covid a montré à quel point c'est la qualité du soin qui avant tout fait défaut. Il n'y a aucune nécessité de systèmes d'intelligence artificielle qui coûtent des fortunes et qui ne servent à rien, notamment relativement au diagnostic automatisé. C'est la qualité du soin qui fait défaut, nécessitant un personnel qualifié et des équipements d'accueil à la hauteur des besoins de la population. Il est probable que si le personnel hospitalier, à propos de politique du témoignage, avait su exposer ces crues réalités à la vue de tous, les experts auraient été moins enclins à affirmer avec une arrogance sans pareille que leur appel, entendez bien ce que je vais dire, c'est une phrase qui est sortie d'un rapport de la Cour des comptes en France, qui a vu l'État français faire appel à un cabinet privé, Capgemini, l'un des plus grands groupes de consulting au monde, pour déterminer la marge de l'hôpital. Enfin, on croit rêver. C'est comme ça que les choses se sont passées depuis une vingtaine d'années et se passent depuis les années 2010, et des experts affirmant avec une arrogance sans pareille que leur appel de transformer l'hôpital de stock en hôpital de flux. Telles les recommandations du Capgemini en France et qui ont produit des effets délétères, de l'importance et du pouvoir performatif de la novlangue. La novlangue dont il serait temps que nous arrêtions de la gober avec une candeur
coupable. On pense encore à un autre domaine décisif de la vie, l'enseignement, au sein duquel, du fait de logique de lobbying, s'est produit un mouvement massif de numérisation des établissements via l'introduction de tablettes numériques et d'applications dites éducatives qui ne font qu'accentuer l'usage compulsif des écrans, marginalisent les pouvoirs du livre imprimé, ces tablettes, comme si on n'avait pas assez d'écran dans la vie ordinaire, dans la vie quotidienne, marginalisent les pouvoirs du livre imprimé et la puissance, et toute la puissance infinie d'imaginaire qu'il suppose, le pouvoir du livre, institue encore une privatisation sournoise de l'enseignement via ces applications dites éducatives, et enfin relègue les enseignants au rang, entendez ça, ces expressions de novlangue, au rang de coach de plateforme. C'est-à-dire un professeur n'est plus là pour transmettre le savoir, mais c'est un coach de plateforme. Cette iniquité, cette honte, comment pouvons-nous l'accepter? Nous l'avons accepté bien trop passivement. Vidant de autant de dispositifs qui vident de sa substance la transmission sensible du savoir, ce dont exactement nous avons plus besoin que jamais, à l'heure j'ai presque envie de dire, du rapport intégral aux écrans. Et l'encouragement fait aux étudiants, donc je dis vide de sa substance, la transmission sensible du savoir, et l'encouragement fait aux étudiants à user de leur autonomie de jugement et de leur faculté critique. C'est cela qui est mis en cause par la numérisation à terme intégrale des établissements d'enseignement. Là encore, mesdames et messieurs, des contre-discours, des retours d'expérience émanant des principales personnes concernées, professeurs, parents d'élèves, responsables d'établissements, auraient dû se faire entendre afin de contrecarrer ces processus portés par l'industrie du numérique et par le lobbying de l'industrie du numérique, qui infiltre tout le secteur public. J'ai parlé de l'hôpital, mais aussi l'école publique. Et tout cela, alors que de notre part, nous le recevons sans mot dire, sachant habilement convaincre, à coups de phrases définitives, les responsables politiques, présentant tous ces systèmes, toutes ces applications, toutes ces évolutions, toute cette dite transformation digitale de toute la vie entière, comme dotée d'une infinité de vertus. Il me semble que ce temps doit être définitivement derrière nous, parce que les conséquences induites, nous venons d'en exposer certaines, sont d'une portée qui aujourd'hui nous engage plus que jamais à être pleinement partie prenante de ces dispositions qui appellent une mobilisation à divers niveaux de notre part. En dernier moment, pour le dernier tempo de cette présentation, je dirais, mesdames et messieurs, que jamais autant qu'aujourd'hui est partout éprouvée une telle impression de lassitude et de saturation, et en même temps des envies pour autre chose. C'est très puissant, cette double tension entre saturation, exaspération et envie d'autre chose, puissante envie d'autre chose. Quand je dis autre chose, je veux parler des modes de vie et d'organisation en commun bien plus épanouissants et bien plus vertueux. Je pense notamment, phénomène très important, au Big Quit, le Big Quit, qui aux États-Unis a vu ces derniers mois quelques 20 millions de personnes quitter du jour au lendemain leur travail. Il faut saisir la portée de ce puissant signe de l'époque, celui d'en finir, de vouloir en finir, avec des usages dégradants, avec l'espoir plus ou moins formulé, de s'engager dans des modes d'organisation et d'existence plus conformes à ses désirs et à ses principes. Il s'agit là d'une des grandes aspirations de notre temps, mais qui souffre d'un défaut majeur, l'absence de dispositifs concrets à même de lui donner corps à ses aspirations pour autre chose. Je le redis, et je vais déployer ça pendant quelques instants avec vous, l'absence de dispositifs concrets à même de lui donner corps à ses aspirations pour d'autres modes d'organisation et d'autres modes de vie en commun. C'est pour cela, et je sais que je ne vais pas me faire que des amis, mais ce n'est pas grave, j'ai l'habitude, je plaisante. C'est pour cela que, pour ma part, je m'oppose au revenu de base universel, prétendument progressiste, dont il faut relever qu'il est notamment ce projet notamment soutenu par les gourous de la Silicon Valley, au moment où ceux-ci travaillent à une automatisation intégrale du travail et entendent ainsi acheter des formes de paix sociale.
car ces maigres subsides ne feront qu'entériner, au final, les situations en cours, transformant chacun en éternel pêcheur à la ligne ou contraint de cumuler les emplois précaires afin de s'assurer tant bien que mal de sa survie. Mesdames et messieurs, je nous pose la question, est-ce là un projet de société souhaitable? D'un autre côté, qui n'a pas entendu parler de personnes, souvent jeunes, qui, ne se sentant plus en accord avec ce monde inconséquent du travail et vivant un quotidien souvent terne et répétitif, décident du jour au lendemain de tout quitter, une sorte de big quit, de tout quitter pour s'adonner à leurs risques et périls, à la permaculture ou au commerce local, par exemple, leur donnant alors le sentiment d'être davantage acteurs de leur vie et de répondre ainsi à leurs principes et à leurs aspirations. Néanmoins, ces personnes bénéficient souvent de soutien de proches ou contractent des crédits à cette fin, alors que d'un autre côté, la majorité qui aurait les mêmes envies n'ose se lancer dans l'aventure, malgré leur puissant désir, mais tenus, hélas, d'y renoncer, du fait de manque de moyens et de tous les risques induits. C'est à ce titre que j'en appelle à la constitution de collectifs, à l'aide de fonds publics, et ce dans tous les champs de la vie. Pas seulement dans la permaculture ou l'agroécologie, qui semble presque à elle seule représenter les uniques voies alternatives, mais dans tous les champs de la vie, dans l'artisanat, dans la gastronomie, le design, la mode, le soin, l'éducation. Cette liste, évidemment, n'étant pas exhaustive, dès lors qu'elle respectait un cahier des charges simple, visant à favoriser l'épanouissement et la créativité de chacun, l'instauration de rapports équitables entre les êtres et instituant le primat du respect du milieu. C'est pourquoi je me permets, à ma modeste mesure, dans le cadre de cette édition du Congresso Futuro, d'appeler, dans le processus d'écriture de la Constitution, à faire de cette dimension, que je nomme l'institutionnalisation de l'alternatif, institutionnaliser l'alternatif, l'un de ses credos, dans la mesure où délibérément soutenir par des fonds publics l'éclosion de projets alternatifs émanant de collectifs de toute nature aux visées vertueuses ne fera que donner concrètement corps à l'aspiration si largement partagée aujourd'hui à être davantage partie prenante de nos existences. C'est cela qu'il faut entendre. C'est comme ça qu'il faut entendre l'écriture de la Constitution. C'est d'être davantage partie prenante de nos existences au moment où nous avons été passifs, toujours plus passifs au cours des dernières décennies, à ce puissant souhait à exprimer l'étendue de nos qualités qui se sont vues étouffées notamment par des techniques toujours plus sophistiquées du management et à nous engager dans une bonne écologie de nos relations, et de nos rapports à l'environnement. Nul ne peut croire, pour terminer, que de telles pratiques peuvent s'épanouir par une seule action émanant du sommet. C'est ça que je nomme aussi la bonne expression de notre condition politique, qui appelle, vous l'avez compris, toute une série de dimensions, d'actions négatives, d'opposition, mais qui appelle inévitablement et indissociablement un souffle positif, porteur d'espérance, d'actions à mettre en œuvre, mais qui ne peuvent venir uniquement du sommet. Mais le sommet, les institutions ont des pouvoirs, et notamment le pouvoir de collecter de l'argent public. Nul ne peut croire que de telles pratiques peuvent s'épanouir, toutes ces pratiques de création de collectifs, nous rendant chacun davantage agissant, par d'une seule action émanant du sommet, des institutions, mais que c'est tout autrement, par la prolifération d'initiatives émanant des terrains locaux, émanant du local, mais soutenues par la collectivité, qu'elles sont en mesure de prendre forme, procédant ainsi, à mon sens, c'est ce que j'ai expliqué dans mon dernier livre, faire ces situations une politique de nous-mêmes, procédant ainsi d'une articulation inédite entre institutions et libre initiative de la société, sans que ce soit pensé à l'intérieur d'une équation contradictoire, mais au contraire éminemment complémentaire et continuellement dynamique. Il me semble qu'organiser une bonne tension entre toutes ces forces, s'exerçant à différents niveaux et visant chacune à leur manière
à promouvoir le bien commun, la bonne qualité des services publics, la meilleure expression de tous et la sauvegarde du milieu représente un enjeu politique majeur de notre temps. Mesdames et messieurs, si le Chili, nous l'avons dit, vit un moment historique, et vous le savez bien mieux que moi, et que nous autres non-chiliens, nous pouvons tout autant avancer que c'est le monde entier qui vit un moment historique. Parce que nous trouvons un moment pivot, situé finalement au point de croisement entre deux alternatives radicalement opposées. D'une part, celle de ce que je nomme d'une télésocialité généralisée, toujours plus généralisée, considérablement amplifiée du fait de la crise du Covid, voyant nos rapports au réel et aux autres être médiatisés, nous pourrions dire emmaillotés par des systèmes techniques selon des logiques qui annoncent le devenir métaversé, métavers, désincarné et glacial du monde, être mis en place par les acteurs sans vergogne de la Silicon Valley. D'autre part, un état d'esprit, celui que j'ai défendu devant vous aujourd'hui, faisant de l'épanouissement, de l'équité des rapports et du respect absolu de l'environnement les règles cardinales de notre vie commune. Y a-t-il meilleur moyen que de lutter contre notre état d'isolement collectif, qui caractérise pour une large part l'état de la société, cet état d'isolement collectif amplifié par le Covid, la crise du Covid, et l'usage soudainement accru des écrans comme instance d'intermédiaire privilégiée entre les êtres et au réel. Y a-t-il meilleur moyen que de lutter contre cet état d'isolement collectif qui risque à terme de nous rendre fous, d'assécher la vie, d'assécher les contacts sensibles, d'appauvrir l'existence, de lutter contre notre état d'isolement collectif, l'impression croissante d'inutilité de soi et la dégradation de notre planète, que de favoriser ce puissant et pluriel mouvement de vie. C'est la question ouverte que je pose à chacun de nous, appelé en conscience et en responsabilité à se prononcer. Car je crois fermement, que de nos réponses et de notre degré d'engagement, notamment dans la deuxième alternative, dépendra à coup sûr, car les luttes vont être farouches. Les gourous de la Silicon Valley qui nous préparent un métaverse cauchemardesque, glacial et désincarné, la lutte sera difficile et tenace. De nos réponses et la lutte contre les discours qui ne cessent d'être forgés et qui s'imposent à nous, la lutte sera tenace. Et la lutte contre l'implantation de dispositifs qui s'imposent à nous, qui nous enserrent, qui rétrécissent le cadre de notre action, la lutte sera tenace, mais elle nous revient. De nos réponses et la lutte à nous engager à développer des modes d'existence plus épanouissants, plus créatifs, plus harmonieux et plus respectueux de la biosphère, la lutte sera tenace. Et c'est pour cela que ce ne doit plus relever du risque, c'est la collectivité, la société de soutenir l'éclosion, ce que j'appelle le printemps des collectifs. De nos réponses et de notre degré d'engagement dépendra à coup sûr l'état de notre civilisation à la fin de cette décennie, où les choses se formeront de façon, peut-être, on peut le supposer, quasi définitive, en tout cas pour fort longtemps. L'une civilisation, l'une faite de pixels et instaurant une technologisation intégrale de la vie, s'intégrant dans une histoire que nous vivons depuis continuelle et sans cesse accrue depuis une vingtaine d'années. L'autre, celle, je pense, à laquelle nous pouvons tous aspirer, aussi bien en termes d'espoir que de, presque j'ai envie de dire, d'impératif moral, partout faite de contacts sensibles, émus par le désir qui sauve, ce désir qui sauve, d'œuvrer en commun, et notamment à l'intérieur de dimensions sensibles, au meilleur équilibre, d'œuvrer en commun, je le redis, d'œuvrer en commun, au meilleur équilibre de tous, du corps social et de notre milieu. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention.